ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Emma. Salut Justine. Tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Mais oui, ça va, merci beaucoup. Et évidemment, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue. Merci en tout cas de l'invitation. J'ai hâte de répondre à tes questions. Waouh. La pression. Non, vraiment, c'est un pur bonheur de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et je pense qu'on va faire un bel épisode de podcast. Sans plus attendre, peux-tu te présenter, s'il te plaît, dire au monde entier qui tu es, ce que tu fais, etc., etc. Donc moi, c'est Emma. Je suis freelance depuis maintenant plus d'1 an. Je me suis lancée dans la rédaction web. En fait, c'était dans la continuité de ce que je faisais avant. Et aujourd'hui, je suis la créatrice de la newsletter féministe Ton Business que j'ai lancée en novembre 2021 déjà. Ok. Et j'aide, en fait, c'est une newsletter qui aide les entrepreneuses à s'affirmer dans leur quotidien de solopreneuse, freelance, enfin, comme on veut. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'essaie d'aider les entrepreneuses à gagner confiance en elles, à décortiquer les mécanismes patriarcaux, hein, on va pas se mentir sur le mot, qui s'infiltrent dans l'entrepreneuriat. Et comment est-ce qu'on peut sortir de différents stéréotypes de genre, différents syndromes d'imposteur, d'illégitimité, tout ça. Et ça, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Mais sinon, moi, j'ai fait un master en études de genre à Lyon 2. Et en sortant de master, j'étais en pleine pandémie Covid. Aucune idée de ce que j'allais faire. Je me suis dit, OK, j'ai pas envie de bosser pour un patron. J'ai pas envie d'être dans un bureau toute la journée. Et c'est pour ça que je me suis lancée en freelance, parce que j'écrivais en plus depuis que j'ai 18 ans, donc ça allait faire 5 ans, pour différents magazines d'art, différents magazines culturels. Et en fait, ça me semblait être la suite logique de ce que je faisais chez moi dans mon coin, juste le transposer de manière plus professionnelle. Et au bout de quelques mois en freelance dans la rédac, je me suis dit, je suis en train de mettre complètement de côté ce que j'ai appris en études de genre. Tous les mécanismes me sautent un peu à la figure. Dans le soloprenariat, personne ne se rend compte de certains mécanismes et tout ça. J'ai envie de créer une newsletter pour aider les entrepreneuses et les entrepreneurs aussi à prendre conscience de certaines choses et de poser certaines questions féministes dans leur business. Voilà, un petit peu Waouh, le tour. tout ça. Tu disais que tu avais du coup lancé ton entreprise en rédaction web par rapport à ce que tu faisais avant. Tu faisais quoi avant ? J'étais étudiante Ok. en sciences sociales et humaines, mais en fait, comme je disais, j'ai commencé à écrire pour différents magazines et webzines, en art contemporain, surtout en tant que critique, depuis que j'avais 18 ans. Et j'ai juste continué ça, mais la rédaction d'une manière large, pour des entreprises, en fait. J'ai continué à écrire, et c'était la suite logique dans le sens où je savais que je voulais écrire, je ne savais pas forcément comment y arriver. Pendant un temps, je me posais la question d'être journaliste, mais je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'aller à Paris. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient dans le métier. Et de fil en aiguille, en fait, je suis devenue freelance, mais c'était pas du tout prémédité. Ok. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. D'accord. Comment ça, un peu par hasard ? Du coup, j'ai été diplômée donc en juillet 2020, Covid, etc. Et j'avais envie de trouver un job d'été qui me permettait un peu de choisir les horaires que je voulais. Comme j'avais un bac+5, j'avais plus envie avant, je travaillais sur les marchés, dans les champs, tout ça. J'avais envie de trouver un boulot qui pourrait être une porte ouverte pour mon métier, on va dire, plus pérenne après. Et j'ai accepté des petites missions à gauche, à droite de rédaction pour des
je connaissais. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui écrivent pour des entreprises, c'est un métier. Et voilà, Mmh. c'est comme ça que je me suis lancée dans la rédaction web. OK, d'accord. Et aujourd'hui, tu es quand même spécialisée plus newsletter, pas Mm. que de la rédaction web. On va parler dans quelques minutes de la newsletter. Revenons sur la partie féminisme et féminiser, féminister. Comment est-ce qu'on peut dire Ouais. ça? Son business? Je sais pas si on le conjugue correctement celui-là. Je- Bah, en fait, justement, c'était un mot que j'ai transformé en verbe parce que bah, il y OK. a pas de verbe féminister, Mmh. parce que je voulais pas féminiser. Bah, En ouais. fait, le but, c'était pas de créer une sphère féminine de l'entrepreneuriat comme Mmh. on peut le voir avec certains stéréotypes qu'on peut attendre, comme je sais pas moi, plus de douceur, plus d'attente, enfin Mmh. des stéréotypes de perception qu'on peut avoir dès qu'on parle d'entrepreneuses ou de femmes entrepreneurs. Mais vraiment féminister dans le sens, prendre conscience de certains mécanismes qui se jouent, et quand on a conscience, c'est plus facile d'en sortir, de savoir pourquoi on réagit et comment gagner confiance en soi, Mmh. comment, avoir de la répartie, tout ça. Parce qu'on aura pris conscience de certains mécanismes, sous-jacents ou invisibles et Mmh. du coup, c'est vraiment je veux que ça soit un verbe pour qu'on puisse vraiment, être dans l'action, être dans la prise de conscience, questionner ce qui nous entoure, sortir de certaines cases et cetera. OK, donc je l'ai bien conjugué, c'est bon. Féminister, oui, c'est bon. Avant d'aller dans le vif du sujet, moi, ça m'interpelle quand je t'ai trouvé sur Instagram et que j'ai découvert ton nom, Acribologue du web, j'étais là: «Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc?» Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices pourquoi ce nom et ce que ça veut dire? C'est vrai que j'en avais pas parlé. En fait, l'acribologie, c'est un mot qui a disparu de nos dictionnaires, je crois, au XXe siècle. Enfin, on l'utilise très peu aujourd'hui. OK, Ça vient du grec et ça veut dire, choisir avec une extrême précision ses mots. Et je trouvais que ça correspondait bien à ce que je voulais mettre en place complètement. dans ma rédaction, de, questionner les mots, leur sens, pourquoi utiliser tel mot à tel endroit et j'avais pas envie de m'enfermer dans une case parce que je parle de rédaction web depuis le début, mais j'avais pas envie de m'enfermer dans une case de rédactrice web SEO. J'avais envie de faire des newsletters, des pages de vente, faire ce qu'on appelle du copywriting et Mmh. aussi des articles de blog puisque j'aime beaucoup faire des articles de blog, plus des newsletters. Et donc, en fait, je trouvais que c'était vraiment mon branding, c'était ça et j'ai créé ma marque, personnelle autour de ce terme-là, de choisir les mots, les décortiquer et savoir pourquoi on utilise tel mot, ainsi de suite. Voilà, OK, Acribolac de web, c'est vraiment choisir les bons mots avec minutie. trop bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour l'explication. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu accompagnes les entreprises à féminister leur business? Mmh. C'est une question en cours de réflexion, je pense. C'est des choses Mmh. que je suis en train de mettre en place petit à petit. Mais ça peut être, par exemple, pour des entreprises, on va dire, TPE, PME ou c'est pas du soloprenariat ou des freelances, ça va être de la rédaction d'articles de blog sur les questions d'inclusion, d'égalité, Mmh. questions de genre, ou la rédaction de newsletters et par contre, pour accompagner les entrepreneuses, ça va être, plus, des produits digitaux que les entrepreneuses peuvent consommer. Déjà s'inscrire à ma newsletter pour avoir un peu une dose féministe, Mmh. incisive le mercredi matin. Que je recommande à fond, vraiment. Et après des produits digitaux sur des questions super précises, pour pouvoir, avancer dans sa réflexion, avancer dans son état d'esprit. C'est pas du tout c'est du mindset, travailler son mindset, pour son business, mais pas d'un point de vue coach business, mais Mmh. vraiment, féministe, décortiquer les stéréotypes de genre et comprendre, pourquoi on a ces appréhensions, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on prend moins de place tout simplement que Mmh. les entrepreneurs aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on dit entrepreneuse ou entrepreneure ou femme entrepreneur? Moi, j'ai une préférence pour entrepreneuse parce que OK. linguistiquement, c'est le terme correct. Mmh. Je crois que c'est dans le Petit Robert, c'est le seul mot qui est accepté. OK. Parce qu'en fait, juste le suffixe, heure se Mmh. termine en euse. Et en fait, entrepreneureux, c'est un terme, qui vient du Québec, je crois, qui a été créé dans les années 70
Donc, c'est une utilisation un peu différente, mais ça arrivait en France parce que en France, avec tous les débats sur la féminisation de la langue, et cetera, Mmh. ça a créé un scandale, par exemple avec autrice, on Mmh. dit auteur et tout ça, alors que linguistiquement, le mot c'est autrice. Mais moi, du coup, j'utilise entrepreneuse, parce que c'est le terme correct et aussi parce que femme entrepreneur, en fait, ça me gêne beaucoup parce qu'on ne dit Mmh. pas homme entrepreneur. Bah oui. Et donc, en fait, c'est sortir de cette soi-disant neutralité pour dire qu'on est femme avant d'être entrepreneuse. Et Mmh. je pense que entrepreneuse, ça englobe bien. Et surtout, à l'oral, ça permet de nous sortir de l'invisibilité. Parce qu'on va pas se mentir, dire entrepreneureux, c'est quand même Ouais. moche. Pour bien insister sur le E à chaque fois, c'est pas très fluide. Et puis, ouais, c'est aussi le terme correct. OK. Hem, est-ce que l'entrepreneuriat est genré? J'ai bien ma petite réponse, mais je veux la tienne. Tout dépend de ce qu'on entend par genré. Je pense que c'est genré dans le sens où, quand on pense à un entrepreneur, enfin, quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense à Mmh. un entrepreneur. C'est bête, mais par exemple, si on tape entrepreneuriat sur un moteur de recherche, les premières images que tu vas voir, ça va pas être, des femmes assises derrière leur bureau. Enfin, Mmh. ça va être des mecs, en petit costard, de la startup nation ou voilà, à la tête de ce qu'on appelle les licornes. Donc en fait, dans ce sens-là, heu, c'est genré dans l'idée qu'on en a, que c'est un truc de mec, que, pour entreprendre, faut avoir du réseau, faut Mmh. avoir, comment Une dire? cravate? Ouais, des lunettes et On a les lunettes, c'est bon. c'est bon, ça on coche. Pas la cravate encore. Non, non, non. Mais ouais, dans le sens où je pense que ça freine peut-être certaines personnes qui se reconnaissent pas dans ce modèle-là. Je Mmh. pense, aux personnes, qui s'identifient pas à des hommes ou qui s'identifient pas de manière binaire à des femmes non plus. Il y a encore moins de modèles, représentatifs et donc Mmh. c'est des freins parce qu'on a vraiment l'idée que pour entreprendre, il faut que, qu'on ait, de la gueule, qu'on sache vendre, qu'il faut qu'on sache, bien gérer l'argent, que ce soit ses tarifs, enfin tout ça. Et oui, je pense qu'il y a une vision genrée, en tout cas de ce qu'est l'entrepreneuriat. Ou alors, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, Mmh. ça va être dans l'autre côté de genrer, dans le sens où c'est un hobby, on travaille dans des métiers ou dans des branches qui sont plus entre guillemets «féminines», Mmh. rédaction, graphisme, tout ce qui est un Mmh. peu créatif. Et on a aussi beaucoup de stéréotypes encore par rapport à tout ça. Oui, c'est ce que j'allais exactement, y venir par rapport à cette idée de l'entrepreneuriat féminin. Hem, on me demande des fois ce que c'est l'entrepreneuriat féminin ou que j'explique ce que c'est même l'entrepreneuriat féminin et c'est vrai que l'attente des gens sur les réponses, c'est: «Moi, j'entreprends avec mes émotions, je fais hyper Mmh. attention à mon cycle, je fais attention à la présence de la lune», tout ça. C'est pas juste ça l'entrepreneuriat féminin. Pour moi, c'est un entrepreneuriat tout court. Simplement, je suis une Ouais. femme, Mmh. hem, certes avec des émotions et il y en a qui vivent plus avec que d'autres, mais les hommes aussi ont des émotions et il y en a qui vivent plus Totalement. avec que d'autres. Hem et du coup, ça genre encore plus, ça clive en Ouais, fait ce monde de l'entrepreneuriat où, il y a les entrepreneurs et puis il y a les entrepreneurs féminines, l'entrepreneuriat ouais. féminin, où du coup, on est tous là avec nos ovaires, à faire attention et cetera. C'est Mmh. carrément OK, mais c'est pas que ça. Et puis ça veut dire que c'est hyper binaire parce que les personnes par exemple, qui sont transgenres Mmh mh. et qui ont pas de cycle ou quoi que ce soit, qui ont pas leurs règles, mais qui s'identifient à des femmes, elles sont complètement exclues, et c'est hyper essentialisant dans le sens, hem, on est avec enfin, on ne naît pas avec certaines caractéristiques, on est des constructions socioculturelles Mmh. et si on a certains comportements et tout ça, ça vient de notre éducation, des séries, des livres qu'on lit, des remarques qu'on nous fait. Et donc, en fait, ramener tout ça à une essence, par exemple, soi-disant masculine ou soi-disant féminine, Mmh. c'est pas forcément vrai parce que dans d'autres cultures non occidentales, le féminin et le masculin est sur des spectres complètement différents. Mmh. Par exemple, je sais plus dans quelle culture c'est, mais la douceur et heu et hem et les émotions sont plus mises en avant pour les hommes que, ça va être les femmes qui vont, être plus qualifiées de elles organisent, les tribus, les choses comme ça.
et en fait, tout est une question de construction Mmh. sociale, raciale, de classe aussi. Mmh. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais pour revenir sur ta question d'entrepreneuriat féminin, c'est comme l'art en fait. Enfin, moi, j'ai fait un master qui étudiait l'art féministe et la littérature Mmh. féministe, et c'est comme l'art entre guillemets féminin. Euh, les artistes sont tout de suite analysés. Enfin, l'art des artistes est tout de suite analysé au prisme de leur genre, c'est-à-dire Mmh. si on sait que c'est une femme qui crée une sculpture, un tableau ou quoi, on va tout de suite projeter certaines choses dans l'analyse. Par exemple, si c'est une femme, je sais pas, qui peint avec du rouge ou j'en sais rien, je schématise vraiment le Bien truc. sûr. On va dire que ça va être l'accouchement ou ses règles ou la Mmh. maternité, tout ça. Alors que si c'est un mec, on va dire que c'est la guerre, la violence. On va voir certaines choses qu'on attend de voir. Et je pense que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Je suis entièrement d'accord avec toi et la question des émotions qui n'a pas de genre notamment, c'est quelque chose que je travaille beaucoup du coup avec mon compagnon Marvin Marchand qui donc est un artiste et qui a construit son EP et ses chansons sur ses émotions et sur le fait que, il y a pas besoin d'être, un homme et une femme pour en avoir ou pas. Heu, Mmh. on est des êtres humains, on a des émotions. Mais je vois bien qu'au niveau même des médias qui le rencontrent, qui sont tous en mode, «Ouais, tu un homme qui dit. Tu un homme qui dit les émotions» et je trouve ça absolument incroyable et c'est vrai que même aussi dans l'entrepreneuriat, en étant une femme, les gens s'attendent à ce qu'on vive, entreprenne complètement avec nos émotions. Ouais. Oui, on n'est pas des robots, on a des émotions, hein, complètement, mais les hommes Mmh aussi, mh. en fait. Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'en fait, l'important, c'est de sortir de certaines cases et Mmh. de se définir, d'autres règles et de savoir pourquoi on se définit telles règles et par rapport à quoi on les définit, tu vois? Je sais pas, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent du marketing bullshit et tout ça, de Mmh. certains coachs, enfin, des gros sabots, des gens qui viennent en DM nous vendre des trucs alors qu'on leur a jamais parlé. Enfin, tu vois? C'est souvent des mecs qui font ça Mmh. et au lieu de reprendre ces codes-là en se disant: «OK, moi je veux pas être dans un entrepreneuriat féminin, je fais la même chose, je m'en fous, je rentre dedans, je vends à tout le monde et tout». Peut-être que la question, c'est de déplacer ça et de se dire: «Comment est-ce que moi je peux me créer un business, juste éthique et féministe, Mmh. qui soit ni vu comme masculin, ni vu comme féminin, mais juste, le mien» et prendre ouais, se créer son propre, business qui nous convienne, sans que ce Mmh. soit masculin ou féminin, qui rentre dans certains codes ou pas. Mais juste, ouais, se poser des vraies questions de: «Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est éthique? Et ça veut dire quoi être féministe? Est-ce que c'est inclusif? Est-ce Mmh. qu'on prend en considération certaines oppressions? Pas du tout». Heu, enfin, même s'il faut les prendre en compte et si on les prend pas en compte, on est quand même, Hem, c'est-à-dire qu'on fait, comment dire? C'est-à-dire qu'on a des privilèges et qu'on veut pas les perdre, mais ça, c'est une Mmh. autre question encore. Mais voilà, tu vois? C'est vraiment, comment est-ce qu'on redéfinit aujourd'hui notre business aussi d'un point de vue Mmh. féministe sur ces questions-là, en tout cas? Quels sont tes conseils, toi, pour redéfinir justement son business d'un point de vue, féministe? Je pense que c'est une des questions qui se mettent, en place sur le long terme, face à nos différentes rencontres, discussions, tout ça. Mais déjà, se dire, à qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que c'est que des gens qui me ressemblent et du coup, est-ce que je fais partie des privilégiés, tu vois? Enfin, Mmh. moi, je suis blanche, je viens d'une classe, quand même aisée. J'en ai conscience et juste comment est-ce que je peux m'ouvrir plus, être plus inclusif, prendre en compte dans ma communication les personnes qui vivent peut-être d'autres, oppressions, que ce soit, des handicaps, Mmh. du racisme, tout ça. Juste être plus inclusif et plus ouvert et prendre ses responsabilités quand on nous dit: «Écoute là, ce que tu fais et ce que tu dis, c'est oppressif et Mmh. non inclusif», par exemple, quoi. Surtout, je pense que c'est important de préciser que être féministe ne veut pas juste dire travailler qu'avec des femmes, bien au contraire. Non. Pas du tout, c'est redéfinir, je pense, ces lignes et surtout, heu, prendre conscience qu'on vit dans un système patriarcal et Mmh. capitaliste, on va pas se mentir comment est-ce qu'on concilie ça avec notre envie de faire le bien, avec notre business, autour de nous et ça veut dire quoi, être inclusif par rapport à notre thématique,
Ça veut pas non plus dire qu'on est obligé de bosser avec les mecs, mais juste, prendre conscience de qui on veut aider, pourquoi et comment est-ce qu'on essaye d'être le plus ouvert possible, sans partir forcément de sa propre expérience comme, Mmh. centre du monde, mais vraiment, se poser des questions sur, ouais, est-ce que, si on utilise tel ou tel terme, ça peut heurter certaines personnes? Pourquoi? Mmh. Et admettre que parfois on fait des erreurs et qu'on n'était peut-être pas conscient, de des mécanismes qui jouent en dessous de certains mots et ouais, dire qu'on est désolé, tout ça, enfin, c'est des choses que Mmh. on voit rarement en business, des gens qui s'excusent ou quoi. Complètement. Féminister son bise, ça peut aussi, en tout cas les personnes qui le souhaitent et qui ont envie d'aller vers ça, qui tendent vers ça, heu, peuvent avoir peur de se fermer, pardon, certaines portes. Soyons clairs, c'est quand même une prise de position. Oui, bien sûr. Comment est-ce que on peut le faire en douceur? Est-ce que c'est réellement négatif, en fait, de prendre cette décision-là et d'afficher, en fait, cette posture? Je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers de si on n'affiche pas ses positions ou ses valeurs même, on n'est pas obligé de perdre de position, mais ses valeurs, comment est-ce qu'on se sent au quotidien de bosser avec des gens qui sont pas forcément d'accord? Mmh. C'est hyper violent de devoir expliquer pourquoi, ou enfin, c'est plutôt hyper violent de devoir réprimer certaines convictions et de bosser avec des gens qui sont à 1000 lieues Mmh. de ces questions-là. C'est pour ça que j'ai commencé ma newsletter, en fait, parce qu'au début, je bossais principalement avec des hommes qui étaient pas du tout conscients de ces thématiques-là, qui me faisaient des remarques, par exemple, sur mon physique en visio et tout. C'était d'ailleurs le point On d'origine adore. de le point d'origine de la newsletter. Mais ouais, se poser la question de si moi j'ai des questionnements, je sais pas moi, féministes ou antiracistes, enfin tout ça, hem, si j'en parle pas dans mon business, quel genre de gens est-ce que je vais attirer? Est-ce Mmh. que je vais être contente de bosser avec, ces personnes-là? Pas du tout. Et après, on peut faire une transition, par exemple dans sa communication, commencer à utiliser le point médian si on est à l'aise avec l'écriture inclusive ou Mmh. alors utiliser des termes, que moi j'appelle neutres, mais c'est des mots épicènes. Par exemple, au lieu de dire, je sais pas, étudiante, utiliser Mmh. le mot personne ou élève. Tu vois? Mmh. C'est des mots qui sont neutres, mais c'est des petites Oui. choses qui font que tu peux t'adresser un peu plus, à certaines personnes et cetera et après pour afficher, plus clairement ses valeurs, si ça apporte quelque chose à son business dans le sens, on veut bosser qu'avec des personnes engagées ou qu'avec des personnes qui partagent à fond les mêmes valeurs que nous et ben, on va forcément heurter certaines personnes qui sont pas du tout d'accord, mais c'est pas grave, de toute façon le match aurait pas forcément été hyper, cool et tu aurais peut-être pas été hyper contente de te lever pour bosser pour cette personne qui te fait des remarques parce que tu mets un point médian, Mmh. dans tes emails, quoi. Enfin, Mmh. c'est aussi ça, je pense. Comment est-ce qu'on peut apprendre à écrire de façon inclusive? Ça, c'est une bonne question. Ça demande vachement de travail, Oui. d'être conscient de ce qu'on utilise comme mot. Hem, Parce qu'il y a pas que l'écriture, enfin, avec le point médian qui est possible quand on veut être inclusif. Comme je disais, tu vois, tu peux utiliser des tournures de phrases, Mmh. épicènes, neutres. Hem, Ça demande un peu d'exercice de cerveau. Oui, c'est une vraie Déjà pour gymnastique. déjà pour, s'habituer au point médian si on l'utilise et sinon, dédoubler par exemple, lecteur et lectrice, Mmh. ça c'est des choses qui sont possibles si on je sais que par exemple les personnes qui ont des problèmes de dyslexie, elles ont des problèmes à lire les points médians ou alors, des personnes qui sont malvoyantes quand elles ont des outils pour, lire, les descriptions, tout ça, Mmh. ça marche pas avec les points médians. OK. Sinon tu peux par exemple au lieu de dire lectrice et lecteur, le lectorat. Enfin voilà, Et oui. Mmh. c'est c'est des mots qu'il faut mettre en place, mais une fois qu'on les a, ça va mieux. Ce qu'on peut faire, c'est de se créer une base de données de mots, au fur et à mesure de ses recherches et cetera, pour avoir toujours des mots à disposition et se dire: Mmh. «Ah oui, c'est vrai, la dernière fois, j'ai utilisé ça, je m'en souviens plus» et de faire une sorte de tableau de conversion où tu mets, par exemple, bah, lecteur, lectrice, lectorat en face, des choses comme ça, tu vois? Spectateur, spectatrice, tu peux mettre, je sais pas ce qui remplace, genre,
c'est pas un bon exemple, mais si la foule Auditeur, auditrice? ouais et les gens qui écoutent, enfin, Mmh. tu vois, tu peux changer tout ça pour, mettre des mots qui sont un peu plus neutres, on va dire. Est-ce que ce serait pas une idée de League Magnet, cette histoire? C'est Est-ce vrai. qu'on n'aurait pas une super idée de tableau de conversion, de mots Ouais, c'est inclusifs? vrai, c'est vrai. Ouais, Go! inclusif et épicène. Bah, Épicène. oui, parce que je pense que c'est des questions qu'on me pose souvent et surtout Mmh. par rapport aux réseaux sociaux. Quand on crée sur Instagram, il y a une partie alternative, description alternative que tu peux Oui. remplir. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui remplissent pas parce qu'elles savent que c pas que ça existe, Mmh. mais cette partie description alternative, elle est utilisée par, les outils, pour les outils de lecture à voix haute, je pense, OK. par les personnes qui sont malvoyantes et qui peuvent avoir qui peuvent utiliser les réseaux sociaux, oralement, on va dire. Et c'est pour ça que c'est important comment on dit? De les remplir, Mmh. pour, décrire ton post et tout ça. Et c'est des petits trucs comme ça qui fait qu'on a une communication un peu plus inclusive, mais et féministe par Mmh. extension, mais juste prendre conscience qu'en fait, hem notre position en tant que, bah, toutes les 2 entrepreneuses, blanches et cetera, c'est pas la norme et qu'il faut arrêter de la penser comme la norme. Mmh. Ça permet déjà d'entamer une réflexion féministe. C'est vrai que moi, dans mes épisodes de podcast, quand je les enregistre, ça m'arrive tout le temps. En fait, c'est pas que ça m'arrive, c'est tout le temps. Je fais hyper attention. Par exemple, un coach et une coach. En fait, si tu veux, je Mmh. vais vraiment dire un coach et une coach business. En fait, je le dis à l'oral parce que pour moi, c'est hyper naturel. C'est vrai qu'à l'écrit, c'est un peu plus difficile parce que c'est vraiment quand Ouais même une gymnastique. et juste dire, par exemple, comme je rebondis sur ce que tu disais, un ou une coach business, Mhm, c'est trop bête, mais en fait, ça façonne nos imaginaires de sorte à se dire: «C'est vrai, il y a des coachs business, meufs, mm, pourquoi pas moi?» Genre, c'est juste complètement. créer des modèles en fait, Mm. auxquels s'identifier et qui permettent, à d'autres, personnes, qui sont pas des mecs de se lancer parce qu'on se dit, «Bon, bah, c'est possible en fait, s'il y a d'autres personnes qui le font, moi je peux le faire aussi». Bah, complètement. Surtout que moi, de mon expérience, j'ai été accompagnée par un coach et des coachs meufs, en fait. Donc, Mmh pourquoi est-ce mh, que je mmh. dirais uniquement bah, un coach business alors que j'ai Ouais, eu ouais. plus de coach meufs que de coach mec, tu vois? Mmh mh, La mmh. majorité l'emporte. C'est toujours ça, la «neutralité» entre guillemets. C'est ça. Mmh. On va passer maintenant à l'activité newsletter. Parce que alors, comment est-ce que tu as réussi à intégrer la newsletter avec tes valeurs et le Mmh. féminisme? En fait, je pense que c'était plutôt enfin, j'aime bien prendre les trucs à l'envers. C'est plutôt, bah, comme je te disais, en fait, je bossais quand je me suis lancée, je bossais avec beaucoup de mecs, Mmh. dans l'écopreneuriat parce que je m'étais lancée dans la transition écologique, tout ça. Et je me suis dit, je sortais de master on était qu'avec des personnes hyper engagées sur les questions féministes parce que master de genre et tout. Et là, Mmh. je débarque dans le monde du travail, j'étais en mode: «Oh mon Dieu», genre, cette petite bulle pendant 2 ans, elle vient d'exploser de manière hyper brutale. On me fait des remarques sur mon physique en visio. Il y a un mec qui arrêtait pas genre de m'envoyer des textos, heu, en dehors des horaires de boulot. Enfin, clairement, Mmh. c'est des mécanismes qui se jouent, même si c'est possible que ça se fasse avec, des femmes et cetera. Là, c'était un truc un peu vicieux, et je me suis dit: «OK, en fait, j'ai un peu fait une mini étude de marché en mode: est-ce que quelqu'un parle des questions de genre, Mmh. hem, dans le soloprenariat?» Parce qu'il y a des questions féministes et de genre, par exemple, quand on est à la tête d'une entreprise, quand on est dans les startup nation, notamment Mmh. sur les levées de fonds, sur la prise de parole, Mmh. les pitchs, tout ça. Mais quand on est toute seule derrière son ordi, j'avais pas trouvé de choses vraiment là-dessus et je me suis dit: «Bon, je vais lancer mon propre truc parce que j'ai un master dedans». Je pense que mes réflexions, peuvent aider d'autres meufs Mmh. et c'est comme ça que en fait, j'ai lancé mon truc parce que je me suis dit: «C'est pas possible que je sois la seule qui vit ça derrière mon ordi». Je suis sûre qu'on est plein, quoi et Mmh. c'est le reflet de trucs systémiques et en fait, bah, oui, forcément, je suis pas du tout la seule et je pense au début, ma newsletter, je l'ai vraiment fait en mode: «OK, on n'est pas toutes seules, c'est normal si vous vivez ça». Et à côté, je continue mes prestations de rédaction et aujourd'hui, c'est vraiment en train de switcher, Mmh. pour un business qui est vraiment en mode, comment, ouais, tu féminises ton business et pourquoi c'est important de prendre conscience de certaines choses qu'il y a derrière et comment ça se fait que même si tu fais un coaching, par exemple mindset et tout ça, il va manquer des clés pour te dire,
pour aller plus loin, en fait. Mmh. Pour, je sais pas, par exemple, c'est bête, mais des questions de culpabilité. Je sais qu'on pense beaucoup que quand on veut, on peut, et que si on n'y arrive pas, c'est de Mmh. notre propre faute. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, enfin, plein de facteurs sociologiques et tout ça, comme je disais au début, mais c'est pas que quand on veut, on peut et puis, si tu n'y arrives pas, tu es nul. Enfin, il y a Mmh. plein d'autres trucs qui rentrent en compte derrière, ton éducation. Est-ce que tu as eu des modèles dans ta famille qui ont réussi? Pas du tout. Enfin, plein de trucs de sociologie, mais qu'on n'étudie pas forcément dans l'entrepreneuriat. Je pense que ouais, c'est je suis en train de vraiment basculer mon business pour que ça tourne, que ma newsletter, qui était un peu un side project au début, Mmh. devienne vraiment la base et les fondations d'un truc pour aider toutes les personnes qui veulent comprendre pourquoi est-ce que, ouais, comme tu disais, elles se reconnaissent pas dans Mmh. l'entrepreneuriat entre guillemets féminin. Comment est-ce que tu peux sortir de certains stéréotypes, etc. Comme cette newsletter au départ était un side project qui vient au centre même de ton entreprise, il y a toute cette énorme expertise et compétence et moi je suis abonnée à ta newsletter et je me régale tous les mercredis, je me régale vraiment. Il y a C'est tellement de gentil. valeur et on sent, en tout cas moi je sens que, qu'il y a du boulot derrière. Il y a énormément de recherche et énormément de plaisir à le faire et à le Mmh. transmettre. Déjà bravo et merci pour tout ce que tu me partages tous les mercredis. Et c'est, je pense aussi dans cette optique-là que tu as envie d'aider les Mmh. entrepreneurs et entrepreneureux, à développer leur propre newsletter qui cartonne. Ouais, 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 c'est un projet aussi que j'ai, d'aider à la rédaction de newsletters parce que je pense qu'en plus la newsletter, c'est, un moyen de communication qui, déjà est beaucoup plus «cool», entre guillemets, que les réseaux sociaux parce que faut pas faire attention à l'algorithme. Mmh. Tu envoies une newsletter et ça arrive dans la boîte mail et basta. On s'en fiche des horaires, on s'en fiche je sais pas, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte sur les réseaux sociaux. On s'en fiche que tu as disparu pendant 3 semaines si tu es parti en vacances, enfin, des choses comme ça. Et la newsletter, c'est vraiment, un endroit de libre expression, si je Mmh. puis dire, où tu es pas obligé d'écrire en, je sais pas moi, 300 mots ta description. Enfin, tu dois pas te soucier des hashtags et tout et où on peut vraiment, ouais, kiffer, écrire parce qu'on a une liberté qui est complètement différente, Mmh. des réseaux et je pense que c'est hyper, je pense que se créer une newsletter, quand on n'est pas un mec, c'est empouvoirant dans le sens où on peut se créer une communauté qui nous a choisis, donc on Mmh. va pas faire face à tous les trolls qu'on va croiser partout sur, internet et on peut prendre la parole sur des sujets qui nous sont propres et dans lesquels on est experte sans qu'on vienne, nous, ouais, nous troller quoi, nous envoyer des commentaires, désobligeants, enfin des messages, tout ça et je pense que, la newsletter, c'est un bon lieu pour, parler de son expertise de manière, peut-être plus assurée, parce qu'en plus tu as de la place Mmh. et Complètement. tu peux, écrire comme bon te semble, vraiment mettre ta personnalité et redéfinir tes propres règles. Mmh. Mais alors pourquoi est-ce que c'est toujours la dernière chose presque que l'on met en place dans sa communication? Comme si c'était vachement plus simple d'arriver, de débarquer sur Instagram avec tout ce que Mmh. ça engendre et tout ce dont on doit réfléchir en Mmh. termes de ligne éditoriale, d'identité visuelle, de positionnement. On est là, on est prêt à se montrer alors qu'on flippe, alors que la newsletter, on peut, enfin, c'est plus intime, c'est plus Ouais. personnel et pourtant, on galère plus à la mettre en place. Je sais pas si on galère à la mettre en place, mais je pense qu'on galère, enfin beaucoup de personnes galèrent à, Hem, déjà tenir la fréquence parce que c'est Mmh. une fréquence, si on a envie de devenir mémorable, c'est une fréquence, je pense qu'il faut pas descendre en dessous de quelque chose de bimensuel, enfin 1 fois toutes les 2 Mmh. semaines, Mmh. c'est pas mal. Après la longueur, c'est propre à chacun et à chacune, mais je pense qu'il y a aussi cette idée que les réseaux sociaux, ça va plus vite. Il y a certains stéréotypes comme quoi la newsletter, personne lit ses emails. Enfin ça, on Ouais. l'entend beaucoup, Mmh. alors que c'est pas forcément vrai. Si on écrit du contenu pertinent avec sa propre touche, et que ça devient un rendez-vous, par exemple, bah, tu vois, moi, c'est 7h15 le mercredi matin, tous Mmh. les mercredis et ben, au moins là, ça devient vraiment un rendez-vous les emails sont lus. Mais si ça fluctue ou quoi et qu'on n'a pas de touche, ben, oui, les emails seront pas lus. Mais je pense qu'il y a plus de stéréotypes autour des outils, de newsletter ou de la Mmh. newsletter en elle-même,
que de se dire, «Bon, c'est pas grave, je me fais un Instagram, on verra» et puis voilà. La newsletter, faut quand même, c'est un cran au-dessus dans la confiance qu'on nous donne parce qu'on nous Mmh. donne quand même, une adresse Une adresse email mail. Mmh. et en fait, les réseaux sociaux, faut les voir comme des portes, d'entrée pour aller vers la newsletter. Parce que si tu lances une newsletter sans réseau social à Mmh. côté, c'est quand même difficile d'avoir des Complètement. inscriptions, Mmh. quoi. Je crois que c'est vraiment un endroit qui est safe, vraiment, et Ouais. je pense qu'il faut vraiment aussi s'enlever de l'idée que ça peut être cliché, web marketing, cliché, mailing de vente, cliché Mmh. mailing Mmh mh. commerce, tout ça, alors qu'en fait sa newsletter n'est pas, genre Las Vegas avec des boutons de partout, inscrivez-vous, achetez. Non, pas du tout. On peut Non. créer et avoir une newsletter qui est à notre image et avec ce qu'on a envie de transmettre, même si ça n'empêche pas d'écrire des mails de vente. Mais il y a quand même des choses différentes. Oui, totalement et puis il faut prendre encore le problème à l'envers, mais il faut pas créer une newsletter pour vendre, en fait, il faut créer Mhm, une newsletter pour, avoir une communauté mm, et gérer son truc comme on veut, plus ou moins et après tu peux envoyer 2 ou 3 emails de vente, mais moi je dirais que c'est de l'ordre du 80-20. mhm. Si tu débarques juste pour vendre des Encore trucs, ce les Pareto. gens, ouais, bah, même plus si tu veux, ça peut être 90 et 10 Mm, mm. genre vraiment, hem, ouais, genre, si tu crées une newsletter pour vendre, enfin, dans l'unique but de vendre, ça marchera jamais. Parce que tu peux pas vendre à des gens qui te connaissent pas. Enfin, c'est Mhm. des principes marketing de base, mais ouais, c'est vraiment créer une confiance et une niche et après se dire bon les gars, je lance ça puisque vous kiffez ce que je fais, Mm, ça va vous intéresser quoi. L'important c'est de devenir un rendez-vous. Et puis mhm. après, le rendez-vous, si tu le reçois toujours au même moment, mais si tu veux le lire plus tard, et ben, c'est OK aussi. Il faut rester en tête des gens pour qu'ils puissent se dire ah oui, j'ai pas encore lu l'email de Justine, je me le cale pour le demain, Mhm. C'est je me ça. prends 5 minutes. Alors du coup, parlons un petit peu de technique newsletter. Mmh. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on rédige une newsletter efficace? Alors quand je dis efficace, on s'enlève des clichés de vente, on s'enlève des clichés Las Vegas. Je dis efficace dans l'optique de rassembler, de partager et de toucher en fait sa communauté. Déjà, je pense qu'il faut définir ses objectifs de base, de pourquoi on crée une newsletter. Mhm, Est-ce que tu veux te positionner comme experte? Est-ce que tu veux donner du contenu VIP que les gens n'ont pas ailleurs? Est-ce que ça fait suite à un lead magnet? Enfin, des choses comme ça. mhm. Et pour rédiger une newsletter efficace, ben, le terme efficace, ça me plaît pas trop. Je pense, Mm. je C'est pense pour que ça c'est que je plutôt l'ai défini large. Je pense que c'est plus une newsletter, qui reste en tête des gens. Mhm, Parce qu'efficace, il y a plein de chiffres à regarder qui c'est ça. peuvent te Mm, sembler efficaces, tu vois? Genre, si tu mets un titre, clickbait à fond en mode, «N'ouvrez pas cet email» et que tu as 60 des gens qui ouvrent et tu vas être en mode, trop heureux. Mais mhm. si derrière tu as 25, désinscriptions, ça sert à rien de perdre la C'est clair. confiance. Je pense que déjà, il faut redéfinir ce que c'est efficace pour Mhm, soi. Est-ce que c'est, par exemple, hem, les gens qui repartagent et donc des inscriptions? Est-ce que ça veut dire des gens qui répondent, mhm, qui prennent le temps de te répondre? Tout ça et pour écrire enfin, on va partir sur le fait qu'une newsletter efficace, c'est une newsletter où les gens te répondent. mhm, Je pense que pour écrire une newsletter où les gens te répondent, il faut déjà que, bah, comme d'hab, une newsletter, un message, mhm. hem, une thématique et que, tu écrives, quelque chose qui soit pas un cours. Je sais pas comment dire, genre les gens s'ils veulent avoir des cours, ils vont aller sur les blogs, ils vont aller, Mhm, faire une formation, tout ça, mais créer, quelque chose qui soit, peut-être plus direct, mhm, avec, une tonalité qui soit oralisée quand tu écris. Quelque chose qui, toi, déjà te fait kiffer à écrire mhm. et que tu te dis pas: «Oh mon Dieu, j'ai pas envie d'écrire ma newsletter». Mhm. Genre, c'est pas possible poser des questions aussi, à la fin de cette newsletter. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que Mhm. tu es d'accord avec moi? J'adorerais avoir ton avis. Mais pas mettre des call to action en mode n'hésitez pas à me dire ce Mhm. que vous en avez pensé. Non, il faut vraiment poser des questions actives à la fin pour que les gens se disent ah ouais, j'ai kiffé, je vais lui dire ou ah, j'ai détesté, je vais lui dire aussi. Complètement. Donner la possibilité aussi aux personnes de répondre. Parce qu'un Ouais, email, ça va dans les deux sens. C'est pas juste tu envoies totalement, et il se passe plus rien. totalement.
Et du coup, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter de faire dans une newsletter? Ne pas mettre de call to action déjà Mmh. OK. et éviter d'écrire, comme si on faisait un cours à la fac ou une présentation à la fac ou quoi. Vraiment, se dire, «Qu'est-ce que moi j'ai envie de lire? Pourquoi? Et est-ce que je répondrai à mon propre email?» Genre, c'est des questions bêtes, mais on se les pose pas assez Bah, quand on c'est crée du clair. contenu. Mmh. Est-ce que les gens vont prendre 5 minutes pour répondre à mon email? Et pourquoi, tu vois? Est-ce que c'est parce que tu as partagé une anecdote, que les gens peuvent se reconnaître dedans? Est-ce que c'est parce que tu as parlé de, je sais pas moi, ton film que tu as regardé ce week-end et du coup tu as fait un parallèle avec, ton business? Enfin, il y a plein de manières de créer du lien avec les gens et je pense qu'un truc à éviter absolument, c'est d'envoyer un lead magnet. Cool, on s'est inscrit et de débarquer genre 3 semaines après. Genre moi, ça m'est Mmh. déjà arrivé de recevoir des newsletters, je suis en mode: «Attends, c'est qui cette meuf? J'ai aucune idée, je m'en souviens plus du tout», et de jamais avoir d'autres emails après, genre juste un Mmh. comme ça par-ci par-là. Non, je pense que vraiment il faut être régulier avec la newsletter, plus que les publications sur les réseaux Mmh. et s'y tenir, même si c'est une fois toutes les 2 semaines, un mail de 3 minutes, juste, c'est important de tenir le rythme. Est-ce que tu as encore des conseils ou des astuces, des choses à nous partager au niveau de la newsletter et ou de féminister son business? Ah bah, je pourrais en parler encore longtemps, je I know. pense. Pour la newsletter, ouais, je pense que le plus important, de toute façon, la première newsletter, c'est la plus compliquée à envoyer. Mmh. Et puis, pas se décourager parce que, par rapport aux réseaux sociaux, c'est plus long à récolter des abonnés parce qu'il ne faut pas Mmh oublier mh. que c'est des emails. Mmh. Les gens donnent leurs emails et cetera et enfin, on reçoit beaucoup d'emails par jour, c'est un fait. Du coup, ouais, si même au début, on a peu d'abonnés, persévérer parce que c'est à un moment donné, ça paye forcément. On s'approche tout doucement de la fin de cet épisode. J'ai la question signature. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Ah, c'est une, vaste question. Mmh. Non, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, OK. c'est non, je pense pas. Tu as encore des questions? Tu as des questions en tête que tu aurais voulu me poser? J'en ai encore plein qui étaient notés, mais on a dit vraiment l'essentiel et puis du coup, ce sera au pire des cas l'occasion à ce que tu reviennes papoter dans le Avec podcast. plaisir. Merci beaucoup pour cet échange, merci beaucoup pour toute la valeur que tu nous as apportée, merci pour ta présence et le Merci. sourire parce que, bah, les gens ne peuvent pas le voir, mais ils vont l'entendre et moi je l'ai vu pendant 1 heure et c'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi. Merci à toi. Merci beaucoup, tu reviens quand tu veux pour mes autres questions et Avec puis plaisir. à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!